Pourquoi je n'irai jamais m'expatrier dans un pays qui n'a pas de convention fiscale avec la France, comme le Paraguay? Le premier jour où je mets les pieds au Paraguay, je deviens résident fiscal au Paraguay, eh bien je serai considéré instantanément comme résident fiscal français. Donc, faites bien attention au niveau de vos choix de destination d'expatriation. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, quels sont les risques à choisir un pays qui n'a pas de convention fiscale avec la France. Pourquoi, dans mon cas, je serai considéré instantanément comme résident fiscal français. Et on va voir aussi les jurisprudences. Alors, en matière de fiscalité, en fait, c'est assez simple. Vous avez la fiscalité des droits internes de chacun des pays. Chaque pays va déterminer ce qu'est un résident fiscal. Donc, par exemple, la France, elle a 4 critères pour déterminer ce qu'est un résident fiscal français. Le Paraguay a aussi d'autres critères. Chaque pays a ses critères, mais ce qui surpasse ces critères, c'est s'il existe une convention de non-double imposition entre ces pays pour trancher et déterminer qui est résident fiscal. Mais encore faut-il qu'il y ait une convention. S'il n'y a pas de convention, eh bien, pour être considéré, par exemple, comme résident fiscal au Paraguay, il faut s'assurer d'invalider tous les critères de résident fiscal français. Mais je vais essayer de vous expliquer que dans la très grande majorité des cas, et en particulier dans mon cas, il serait quasiment impossible d'invalider tous ces critères. Voilà. C'est pas pour vous faire peur, hein, mais c'est pour voir les risques qu'on prend au niveau fiscal et dans les choix de destination d'expatriation. Voilà. Alors, la France, article 4B du CGI. Voilà, il y a 4 critères et il suffit d'un seul critère pour être considéré comme résident fiscal français. Premier critère, c'est le foyer d'habitation permanent. Deuxième, c'est le lieu de séjour principal, donc c'est la fameuse règle des 183 jours. Troisième critère, c'est l'activité professionnelle principale. Quatrième critère, le centre des intérêts économiques, et c'est ce critère qui va poser problème dans bien des cas. Donc voilà, donc 4 critères, il suffit qu'il n'y en ait qu'un seul qui soit validé pour que la France vous considère comme résident fiscal français. Mais s'il existe une convention fiscale, ça change tout. Elle agit en fait comme un bouclier, puisque ce sont là les critères donc, qui sont dans les conventions fiscales, mais qui descendent directement des règles de l'OCDE. Et donc c'est harmonisé, c'est quasiment, d'ailleurs quand on regarde les conventions fiscales, c'est quasiment toutes les mêmes. Okay. Et là, au lieu d'avoir des critères qui peuvent s'activer les uns les autres, on a une hiérarchie des critères. Et ça change tout. Alors, la hiérarchie des critères, c'est quoi? Donc ça s'appelle aussi les tiebreakers. Il suffit que vous validiez un critère, un seul, dans l'ordre de priorité, pour que vous ne puissiez pas être récupéré comme résident fiscal de l'un des différents pays, c'est-à-dire que le droit interne ne s'applique plus. Alors, premier critère qui change tout en fait, c'est le foyer d'habitation permanent. Le pays où vous disposez d'un logement permanent, maison, appartement, location stable. C'est le critère numéro 1 de toutes les conventions fiscales. Et en fait, l'histoire s'arrête ici. On va la continuer, je vais vous montrer les jurisprudences et tout. Mais l'histoire s'arrête ici. Une personne donc qui, de façon indubitable, a son foyer d'habitation permanent uniquement dans un pays. Par exemple, à Singapour, il y a une convention fiscale avec la France, ou bien la Thaïlande, il y a une convention fiscale avec la France, ou bien l'Indonésie, il y a une convention fiscale. Foyer d'habitation permanent, c'est terminé. Parce que on est dans le critère numéro 1 de la convention fiscale, et donc vous êtes définitivement résident fiscal du pays. Donc typiquement, on le voit sur, enfin voilà. Donc, il n'y a même pas à aller chercher plus loin s'il y a une convention fiscale. Par contre, s'il n'y a pas de convention fiscale, là, c'est les droits internes des pays qui s'appliquent, notamment les centres des intérêts économiques. On va y revenir. Alors, je vous donne quand même les autres critères hiérarchiques au niveau des conventions fiscales. Donc, on a le foyer d'habitation permanent. Ensuite, on a le centre des intérêts vitaux. Donc, là où se situent les liens personnels et économiques les plus étroits, famille, activité principale, patrimoine, relations sociales, culturelles, etc. Donc, c'est un peu... je ne vais pas dire vaseux, mais c'est voilà. Ensuite, on a le lieu de séjour principal.
c'est par exemple, c'est ce qui est mis en avant en droit interne thaïlandais. C'est la fameuse règle des 183 jours. Donc, elle est dans l'ordre hiérarchique, elle apparaît en 3e position. Ok. Et ensuite, on a la nationalité. C'est-à-dire que si vraiment ils n'y arrivent pas. Mais en général, dans 99% des cas, le foyer d'habitation permanent est suffisant. Et donc, ça s'arrête là. Et ça explique en fait que, parce que je sais qu'il y a pas mal de détracteurs qui vont me dire, mais non, c'est pas ça, c'est quand même dangereux. Non, en fait, moi, ça fait 15 ans en fait que je suis parti. Et j'étais dans plein de pays. Et on était, voilà, je me souviens par exemple à Singapour. On était tous résidents fiscaux à Singapour. Foyer d'habitation permanent, et puis tout le reste, hein, salariés, etc., local, etc., tout, vie locale, machin. Et toutes ces personnes investissaient tous en France. On avait tous de l'immobilier en France. Et jamais aucune personne ne s'est fait rattraper par le fisc. J'en ai pas connu une seule. Depuis 15 ans. S'il y en a une, vous mettez en commentaire, je veux lui parler. Pas une seule personne ne s'est fait rattraper en disant « Monsieur, vous aviez votre centre des intérêts économiques, vous aviez vos comptes bancaires. Moi, j'avais mes comptes bancaires en France, je les ai toujours. J'avais mon immobilier en France, je l'ai toujours. » Et pourtant, bah, je n'ai jamais été récupéré comme résident fiscal français. Et jamais j'aurais pu l'être. Et c'est pas que j'étais un cas isolé. On était tous dans ce cas-là. Tous et toutes ces personnes avaient gardé leur compte en France, gardé leur immobilier en France, etc. Mais ils ne pouvaient pas parce que la convention, être récupéré comme résident fiscal français parce que la convention fiscale, bah, premier critère, résidence permanente. Fin de l'histoire. Et d'ailleurs, ces gens continuaient à investir de l'étranger. Tous les résidents fiscaux étrangers, en général de nationalité française, donc qui ont gardé un lien avec la France, continuent d'investir massivement en France. Pas tous, évidemment, il y en a qui voilà, ils coupent les ponts, etc. Mais si tu regardes, d'ailleurs, il y a des campagnes carrément pour les inciter, parce qu'ils sont riches en fait, pour les inviter à investir à Paris, dans l'immobilier, etc., etc. Ils ont tous gardé des assurances vie, des trucs, ils ont tous tout gardé en fait. Pas tous, mais je veux dire une grande majorité. Tous ceux que j'ai connus. C'est pas le mec qui part et du jour au lendemain, il ferme tout. Il n'y a jamais eu aucune crainte dans lui. Parce qu'il y a cette protection de la convention fiscale. Mais si on enlève cette protection, ça change tout. Ça change tout parce que là, on rentre dans des cas qu'un seul des critères du droit français peut remettre en résidence fiscale française. Et donc là, c'est chaud. Alors je vous donne les jurisprudences quand même. Donc c'est vraiment ce critère de centre des intérêts économiques d'un contribuable. Il se situe là où se tire la plus grande partie de ses revenus, où il a effectué ses principaux investissements, d'où il gère son patrimoine. Et on va parler aussi des clients français. Alors, décision de juge, il donne des décisions. 70% des revenus tirés d'une société française, donc là où est immatriculée votre société, est importante. Si vous avez gardé une société française et vous tirez la majorité de vos revenus, résident fiscal français. 60% des revenus d'investissement français, 40% étrangers, par exemple, donc 60-40. Jurisprudence, vous êtes considéré comme résident fiscal français. C'est-à-dire que vous n'avez pas de convention de non-double imposition pour vous protéger et pour vous remettre dans la bonne case de résident fiscal étranger. 45% des revenus français, mais client principal français. C'est-à-dire qu'il suffit même pas. Alors ça, c'est pour ceux, par exemple, qui ont des business en ligne ou qui sont freelance, qui sont infopreneurs, tout ça. Bah, même si la majorité de vos revenus viennent de clients étrangers, mais que vous avez un client principal en France, récupération. « 25% des revenus en France, 75% étrangers, centre économique probablement à l'étranger. » On voit que c'est pas facile de sortir. Inférieur à 10% de revenus français, vous êtes considéré comme résident fiscal étranger.
Bien sûr, si vous validez pas une des 3 autres règles. Vous n'êtes pas en France, pas de foyer, pas de machin, tout ça. L'administration fiscale regarde aussi où se trouvent les clients principaux, où se trouve le compte bancaire et où arrivent les revenus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'origine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que où sont situés les clients. Il y a aussi où sont situés les comptes bancaires, où arrive l'argent, où est-ce que c'est une société française, etc. Il y a tout en fait. Et les investissements, par exemple, typiquement, je sais même pas, tu vois, si tu as des ETF S&P 500, des ETF américains, donc des revenus qui sont de source américaine mais qui arrivent sur un compte bancaire français. Et c'est facile, un compte bancaire français. Même par exemple, tu peux te dire, tiens, est-ce que Trade Republic est français? Bah non, il est allemand. Mais tu as un IBAN en FR. Bah un IBAN en FR, c'est un peu français quand même. Tu prends N26. Bah N26, c'est allemand. Bah ouais, mais il y a un IBAN en FR. C'est français. Donc, où se trouvent les clients principaux? Où se trouvent les comptes bancaires et où arrivent les revenus? Où sont les investissements gérés, immobiliers, entreprises, etc. Donc, dans mon cas, si je prends mon cas en particulier, bah, ce serait tellement facile de me faire revenir dans le giron fiscal français. J'ai de l'immobilier en France et j'en ai beaucoup. J'ai encore des comptes bancaires français. J'ai encore des comptes titres français. Et c'est facile hein, pour ceux qui nous disent oui, bah il suffit de tout fermer, de tout revendre, machin. Je fais quoi avec l'argent? Je le réinvestis où? Dans quel immobilier? À Dubaï? Non mais c'est pas en claquant des doigts. Hein. Ne serait-ce que fermer un compte titre, ça va me coûter des milliers d'euros en frais de transaction. Pour le mettre où? Alors moi j'ai plein d'autres comptes partout, donc je pourrais. Mais c'est tout un truc. Hein. Et même si je faisais ça, sur les revenus business, quel est le pourcentage qui viennent de France? Bien malin qui peut le savoir. Non mais c'est vrai, j'ai des clients américains, canadiens, machin, mais est-ce que la partie client française est prépondérante? Et pour tous ceux qui partent et qui sont, en général ils partent de France, je prends un freelance qui part travailler à l'étranger, enfin travailler depuis l'étranger et se mettre comme résident fiscal français, bah, il a un client français. S'il n'y a pas de convention fiscale pour le protéger, mais il est foutu. Alors lui c'est sûr à 100%. Encore sur les business en ligne, allez vas-y, tu peux essayer de trouver des clients étrangers, etc. Et d'essayer de faire monter la proportion. Mais s'il faut descendre en dessous de 10%, combien de business en ligne de Français partis d'étrangers ont moins de 10% de clients français dans leur clientèle? Bah, c'est quoi? C'est 1% des gens. Donc, en pourcentage du chiffre d'affaires, de 0 à 20% du chiffre d'affaires français, le risque fiscal est faible. Il n'est pas nul, hein, il est faible. Le risque, il est très faible. 20 à 40% risque modéré, de 40 à 60% zone grise, supérieur à 60% du chiffre d'affaires réalisé avec des clients de source française, risque considérable. Voilà. Donc si tu veux essayer de blinder ta résidence fiscale, d'invalider la résidence fiscale française, bah c'est pas simple. À cause de s'il n'y a pas de convention de non-double imposition, c'est ultra risqué. Il faut que tes clients ne soient plus français. Ok. Contrat, facturation, paiement doivent être hors de France. Ton compte pro doit être à l'étranger. Tu dois prendre tes décisions d'affaires en dehors de la France. Et tes investissements doivent être hors de France. Ça veut dire plus de clients français. Ça veut dire que si tu veux vraiment être sûr à 100%, ça veut dire plus de compte bancaire en France, plus d'immobilier en France et plus de clients français. Et je crois que le troisième, là, plus de clients français, ça c'est compliqué. Pas simple.
Voilà. Ce qui est beaucoup plus simple, c'est d'aller dans un pays qui a, surtout que la majorité des pays ont des conventions fiscales avec la France. Et d'ailleurs, je comprends pourquoi le Paraguay n'a pas de convention fiscale avec la France. Vu que tu peux être considéré comme résident fiscal au Paraguay en restant 0 jours par an. Donc évidemment, ils sont totalement en dehors des clous de l'OCDE, mais faut pas se leurrer. Je veux dire, à un moment donné, ils vont rentrer dans les clous. Il y a ça aussi. Bon les amis, bah écoutez, si vous avez un avis différent, venez sur le groupe Telegram. On est plus de 2500 à discuter de ces sujets. Ou vous mettez un commentaire en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.